Bonjour à tous et bienvenue dans ce flop 10 de l'année 2021. Oui, le top 10 va mettre un petit peu plus de temps à sortir, j'ai pas encore vu les deux derniers films que je dois voir. Mais le flop 10, au moins, il est officiel et je vais enfin pouvoir vous le partager. Oui, je sais, ça fait un moment que je devais le sortir, j'ai été très occupé. Et ce flop 10, il est très particulier cette année parce que je n'ai pratiquement mis que des films d'horreur, ce qui me rend un peu triste parce que les films d'horreur, moi j'aime ça, surtout quand c'est très bien travaillé. Mais bon, hein, avec le peu de films que j'ai vus cette année aussi, les petits problèmes aussi de budget des fois pour aller voir certains films, d'autres que je ne voulais pas voir avant la sortie streaming et donc pas en parler en vidéo, parce que oui, je n'ai pas mis que des films que j'ai fait en vidéo, j'ai mis aussi des films que je n'ai fait qu'en critique écrite. Mais bon, démarrons ce flop 10. Avant de démarrer ce flop 10, on va parler du seul film que finalement je n'ai pas mis dans le flop 10 parce qu'il est en dessous, et concrètement j'avoue qu'il est un peu sauvé pour la version longue, Escape Game 2, Le Monde est un piège. Le film en lui-même était pas ouf. J'en ai pas parlé en vidéo parce que je voulais pas le voir au cinéma. J'avais vu le premier, j'avais pas énormément aimé. Je me disais le concept est sympa, c'est vrai. Et les pièges sont intéressants, la manière dont c'est fait, les escape games mortels. Mais en dehors de ça, j'ai pas trouvé le film très intéressant. Et bien ce Escape Game 2, c'est un peu pareil. Mais s'il n'est pas dans le flop, c'est grâce à sa version longue ou alternative. Parce que je trouve que cette version longue, ça aurait été une bien meilleure version à voir au cinéma. Surtout par rapport au personnage principal et au fait que cette fois, elle allait avoir une ennemie mortelle. Peut-être dans une suite. Mais en attendant, non, on a eu un film avec des révélations très décevantes, des pièges toujours aussi bien gérés, des personnages oubliables par contre, hein, les secondaires j'en avais rien à faire. Donc dans l'ensemble, non, Escape Game 2 s'en est pas sorti, mais bonheur à lui, il n'est pas dans le flop 10 de l'année. En numéro 10, nous allons d'abord mettre Don't Breathe 2. Alors pourquoi mettre Don't Breathe 2? Déjà parce que j'avais adoré le premier film et que celui-là, je trouve qu'on est très éloigné du ton horreur. Pour vous dire, avec celui-là, je me suis plus senti dans un film d'action, survie, avec un tueur aveugle, mais où on doit être de son côté, alors que on n'arrive pas à être de son côté. On sait ce qu'il a fait, on sait ce qu'il a voulu faire dans le 1. Je suis désolé, mais moi quand je repense à tout ce qu'il a fait dans le 1, même s'il a une gamine dont il s'occupe maintenant, c'est pas pour autant que j'ai envie de m'attacher à lui. Puis même sans ça, la relation entre elle et la gamine, elle est un peu survolée rapidement. Il n'y a pas grand chose de positif à dire sur Don't Breathe 2. Vraiment, le coup que ça soit pas un film d'horreur comme le premier, sachant que le premier a été fait par Fede Alvarez, dont j'ai pas aimé son remake d'Evil Dead, mais je reconnais que son Don't Breathe, il l'a assez bien géré dans l'ensemble malgré quelques détails de mise en scène discutables. Là, c'est pas lui qui est à la réalisation, il a fait que la production exécutive, je crois, et le scénario. Mais non, j'ai pas aimé ce Don't Breathe 2. J'aurais vraiment aimé apprécier ce film. Mais malheureusement, cette suite, moi, si on passe d'un film d'horreur à une suite qui part en mode action, on doit être du côté du tueur, alors qu'on n'est pas attaché à lui, j'y arrive pas. Ou alors, faut une conséquence qui paye pour son comportement. Mais ça non plus, ça marche pas quand on voit la scène post-générique. En numéro 9, Resident Evil. Bienvenue à Raccoon City. J'avais déjà parlé de ce film Resident Evil. J'avais pas parlé de la saga de Paul W.S. Anderson parce que je ne l'ai pas vu en entière. Je n'ai vu que le premier, mais je vais éviter de me répéter. Mais ce film, malgré qu'il soit un peu plus dans l'esprit des Resident Evil, là t'as vraiment l'impression d'avoir une adaptation du jeu, pas une bonne adaptation, mais tu sens qu'on est dans l'esprit, eh bien ça ne sauve pas le film. Surtout quand on voit ce qu'ils ont fait encore une fois de Léon S. Kennedy et Jill Valentine. Et putain, Jill Valentine, c'est une de mes préférées en plus. Vous auriez pu faire attention. Hein. Sinon, Chris et Claire, ça va, mais dans la majorité, le film il est assez oubliable. Il te met des éléments qui ne seront pas développés après, qui n'apportent pas grand chose à l'histoire. Vraiment, dans l'ensemble, ce Resident Evil, il est oubliable. En numéro 8, Halloween Kills. Bon, j'ai déjà expliqué en quoi j'ai trouvé ce Halloween mauvais, voire même qu'on s'éloigne un peu trop du Michael Myers qu'on connaît, parce qu'encore une fois, Michael Myers, ok, c'est un tueur de films d'horreur de slasher, ok, il est un peu résistant aux balles, mais c'est pas un surhomme. Et là, je trouve qu'Halloween Kills, ça à la limite détruit Michael Myers. Je l'ai déjà dit et je le redis, je pense qu'il aurait fallu le laisser brûler dans la maison de Jamie Lee Curtis, parce que là, ça raconte rien en plus ce film. Tu te dis avec la bande-annonce, oui, Laurie elle va se préparer pour l'affrontement avec Michael. Non, même pas. Laurie elle est limite absente du film alors qu'elle est l'héroïne principale. Même sa petite fille elle est pratiquement absente du film. Non vraiment je suis désolé, Halloween Kills c'est un échec. Tu as beau me ramener un des gamins que gardait Laurie, qui personnellement me fait plaisir parce que je l'aimais bien et je l'aime bien ici, en mode je dirige un groupe de résistants, un groupe de personnes qui ont été traumatisées par Michael Myers. Ok, lui c'est le seul que j'ai accepté, le reste c'était nul, hein. Les persos secondaires sont oubliables, les meurtres sont très violents, et je pense que ça sera une des seules raisons qui fait que ce Halloween Kills sera apprécié. Attention, je respecte ceux qui aiment Halloween Kills, tout comme les autres films dont j'ai déjà parlé et dont je vais parler, mais pour ma part, Halloween Kills c'est un échec. Mais ça va être dur de l'oublier vu qu'il y a la deuxième partie qui normalement sort, soit cette année, soit l'année prochaine. En espérant que cette fois ça soit bien le duel final entre Laurie et Michael Myers, hein, parce que
J'en peux plus, faut que ça s'arrête là. Je sais qu'Halloween de 2017 c'était une suite et un reboot à la fois, c'est-à-dire que c'était la suite du tout premier Halloween de John Carpenter, et c'était aussi un reboot parce que ça annulait tout ce qui s'est passé dans Halloween 2, Halloween 3, etc. Parce que Laurie meurt, je crois, dans Halloween, dans les anciens. Non, vraiment, c'est le troisième film de cette réécriture, c'est-à-dire encore une fois la nouvelle timeline Halloween de John Carpenter. Halloween, je me souviens plus du nom du réal, je m'excuse, David Gordon Green, et ce nouveau Halloween encore à nouveau par David Gordon Green. Même en mise en scène, je trouve qu'il s'est retenu David Gordon Green, parce que dans Halloween de 2017, il avait apporté vraiment des idées de mise en scène intéressantes. Il y avait beaucoup de choses à dire de bien, il y avait beaucoup d'idées qu'il a exploitées d'une manière intéressante, même dans la mise en scène horrifique avec Laurie, la tension. Là, j'ai pas eu peur, vraiment, c'est oubliable comme film. Numéro 7, American Nightmare 5, Sans Limite. Alors là, on est clairement dans le film de trop. C'est-à-dire que j'avais déjà parlé d'American Nightmare 4, les origines, qui était un film en trop, mais lui au moins il avait l'excuse de se passer dans le passé et d'expliquer comment la purge est née. Donc là je l'acceptais. Le 3 avait apporté une conclusion à la purge, c'est-à-dire la purge c'est fini, on a fait passer une loi qui fait que ça ne passera plus, et là la purge est revenue. Genre on est en 2045, alors que t'as l'impression d'être en 2021-2022, et la purge est revenue, et là c'est juste plein de racistes qui cherchent à tuer les Mexicains qui habitent en Amérique. Ouais, niveau scénario, ils ont pas cherché très loin là. Même pour parler de racisme, hein, c'est peut-être une idée intéressante, mais là, on a beau avoir quelques personnages attachants dans le lot, dans l'ensemble, le film American Nightmare 5, il est oubliable. Et sincèrement, j'espère qu'on n'aura pas de suite à ce film. Parce qu'American Nightmare, pour moi, ça s'est arrêté avec le 3, et j'aimerais que ça soit officiellement fini avec le 3. Bon, le 4 à la limite, allez, on peut l'accepter. Je l'accepte pas trop, mais on peut l'accepter. Mais celui-là, j'ai pas réussi. Mise en scène, c'est pas ouf. Il y a des incohérences aussi à certains moments. Je vais pas faire toute la liste, même si j'ai pas fait de vidéo dessus. Mais vraiment, ce American Nightmare 5, non. Numéro 6, Space Jam Nouvelle Ère. J'avais vu Space Jam premier du nom avant de voir celui-ci. J'avais pas détesté, j'avais passé un assez bon moment dans le premier, malgré que c'était un film très moyen. Mais celui-là, le match de basket en lui-même, bah, c'est rigolo. C'est pas parfait, mais c'est rigolo. Il y a quelques idées intéressantes de mise en scène. J'aime bien l'effet Looney Tunes en 3D aussi. Je dis pas que c'est du grand art, mais j'aime bien l'illusion que ça donne d'être passé en 3D en mode ouais voilà pour l'animation du match de basket. Ça servait à rien, mais au moins ça a été bien fait. Par contre, le plus gros problème de ce Space Jam, et je pense que c'est surtout à cause de ça qu'il passe pas, ça mélange trop d'univers. Je pense que Warner a voulu faire un peu en mode on fait Ready Player One, mais cette fois on le refait avec les Looney Tunes. C'est-à-dire que les Looney Tunes vont jouer un match de basket et on va mettre plein de références partout. Genre il y a le pingouin de Batman le défi, il y a les Gremlins je crois aussi, parce qu'ils font partie de la Warner, mais il y a plein de références à tout ce qu'a la Warner. Il y a même Scooby-Doo avec le van là, la Mystery Machine, et tu te dis à la fin, mais ça sert à rien vos références. T'aurais fait 2 ou 3 références cachées, j'aurais dit pourquoi pas. Mais là je pense que c'est surtout à cause de tout ce mélange, avec toutes ces références, que ça ne passe pas. Surtout que des fois on a vraiment l'impression que ce sont les références qui prennent le dessus. Je me rappelle d'une scène justement où je crois on voit le méchant avec tout un groupe de méchants, genre le pingouin, le clown de ça, tout ça, mais tu fais plus attention aux gens autour de lui qu'au méchant lui-même. D'ailleurs le méchant il n'est pas mauvais à proprement parler, en termes d'écriture c'est pas ouf, et une IA qui est assez intelligente pour avoir de la personnalité, bon allez, moi je laisse passer, mais c'est vrai que dans l'ensemble ce Space Jam il est pas ouf. Et je le redirai jamais assez au risque d'énerver certaines personnes, Angel est une chanteuse que j'apprécie, vraiment. Il y a des chansons qu'elle a faites que j'aime, mais ce n'est pas une comédienne de doublage. Déjà Gabi ça passait pas pour moi, mais là, en Lola Bunny, ça passe pas du tout. Et je comprends pas pourquoi ils ont pas gardé Barbara Tissier comme dans la bande-annonce en fait. Mais non, Space Jam 2, il ne pouvait pas ne pas être dans le flop, parce que j'ai beau aimer Bugs Bunny, Daffy Duck, toute la bande, trop d'univers et c'est trop difficile au bout d'un moment. Numéro 5, Tom et Jerry de Team Story. Alors lui, j'avais beaucoup de problèmes. Déjà que je suis un très grand fan des Tom et Jerry, saga originale, hein, donc vraiment le premier dessin animé. Je ne parle pas de Tom et Jerry Tales qui est dans l'esprit, mais ça marche moins je trouve. Et j'aime pas le générique. Et le dernier Tom et Jerry en date, c'est quoi cette animation? D'ailleurs, je pense que Team Story a voulu reprendre cette animation exprès pour rendre hommage au dernier dessin animé. Sauf que c'était pas une très bonne idée, encore une fois. Donc je l'ai déjà dit, ce que je n'aime pas dans ce Tom et Jerry, déjà Jerry est clairement méchant. Dans le dessin animé, on sait que c'est Tom le méchant parce que c'est souvent lui qui provoque Jerry. C'est souvent lui qui s'amuse avec lui, qui le ridiculise. Des fois c'est Jerry mais c'est rare. Là c'est vraiment à cause de Jerry tout ça. C'est lui qui s'installe à l'hôtel, c'est lui qui est méchant avec Tom, c'est lui qui cherche les ennuis à chaque fois en voulant récupérer tel ou tel truc. C'est Jerry qui fout la merde. Et donc j'ai été obligé de le mettre dans ce flop parce que j'ai pas du tout aimé ce film.
Limite, j'ai clairement préféré le film Tom et Jerry des années 90, qui pour moi est un bon film. Mais là, celui-là de Team Story, je n'y arrive pas. Et il n'y a même pas d'évolution de personnage, hein, parce qu'à la fin, Tom et Jerry, c'est reparti pour un tour. Je pense que vous comprendrez bien pourquoi je n'aime pas ce film si vous regardez le premier dont j'ai parlé. Mais même sans ça, le film en lui-même est pas ouf. Hein. Le scénario est classique, les personnages sont oubliables, les effets spéciaux c'est pas terrible, surtout les animaux qui sont tous en animation. D'ailleurs, les pigeons musicaux, on va pas en parler parce que c'est nul, ça sert à rien. Mais bon, ce film m'a beaucoup déçu alors que j'en attendais rien. Je trouve que Tom et Jerry, là, c'est pas avec ça que ça va se relever. Et j'étais obligé de le mettre dans ce flop. Numéro 4, un film dont j'ai pas parlé en vidéo, Spiral, l'héritage de Saw. Donc j'avais déjà parlé de Jigsaw à l'époque en critique écrite, j'ai pas encore vu toute la saga Saw, j'ai juste vu les pièges, et je dois admettre que je l'attendais pas ce film. Déjà quand j'ai vu sa sortie ciné, j'ai décidé de ne pas y aller pour la simple et bonne raison que j'avais pas aimé Jigsaw. Sérieux, Jigsaw je trouvais les pièges assez cons, pas assez sadiques à part le tout premier. J'ai été très déçu de Jigsaw, et je pense que Spiral c'est pire. Alors, Spiral, le concept en soi, ça je veux bien. C'est un nouveau tueur qui se sert de la légende de Jigsaw sans être Jigsaw, enfin quelqu'un qui a compris, pour s'en prendre aux flics corrompus. Ça je veux bien. Et les pièges sont assez sadiques et rappellent réellement l'esprit de Jigsaw. Les faire punir d'une certaine façon, très cruellement, ou alors mourir dans d'atroces souffrances. Donc là, j'avoue, de ce côté-là, c'est bien fait. Question piège et ça, c'est bon. Mais ce que je comprends pas, c'est que ce film en lui-même, il raconte pas grand-chose d'intéressant et les personnages, on les apprécie pas. À part Samuel L. Jackson parce qu'on aime l'acteur, le reste c'est oubliable. Bon, d'accord, je mens un peu. Il y a la capitaine, le commissaire aussi, qui est assez sympa. Mais sinon, le reste... non. T'as beau voir tel ou tel flic se faire tuer, t'as juste un peu de peine à la limite quand tu vois le piège, à quel point c'est sadique, mais c'est tout. T'es pas attaché à eux, t'as pas envie de te dire « Oh là là, j'espère que tu vas survivre, dis donc !» Et ça, c'est un problème, parce que quand tu fais des pièges comme ça, faut essayer de s'intéresser aux personnages aussi. Ça, aussi la fin qui se finit en mode Jigsaw et qui dit « Haha, il y aura une suite, râle. » Non, j'espère qu'il y aura pas de suite. C'est pas intéressant. Et le personnage principal... Oh, mais il est saoulant ce mec, Zek, il est casse-pied, il est odieux, il en fait qu'à sa tête. Je veux bien que ça soit un bon flic malgré qu'il obéisse pas aux règles, mais on n'arrive pas à s'attacher à lui ou à être de son côté. Et le tueur est ultra prévisible. Parce qu'en fait, il y a un détail qui fait à chaque fois le tueur, c'est qu'il annonce les crimes du passé. Ce qu'il a fait et pourquoi il est qualifié de corrompu. Sauf que quand ça tombe sur un certain personnage auquel tu t'attends pas et que tu n'entends pas son crime, et ben là tu suspectes et ben au final t'as trouvé qui c'était. Dans Spiral, je suis content de pas l'avoir fait en vidéo parce que ça aurait été une véritable perte de temps. Numéro 3, Venom 2. Et pourquoi je mets Venom 2 en 3ème seulement? Bah déjà parce que je trouve les deux premiers pires, mais ça je vais expliquer pourquoi après. Et parce que Venom, il a au moins un point positif. Il a Carnage. Ah non, il y a que Carnage qui a réussi, Venom est à chier. Je vais pas parler non plus de la relation Eddie-Venom qui est atroce, hein. C'est toujours une relation gamine en mode hey, « c'est toi le méchant, non c'est toi le méchant, c'est à toi de m'écouter, non c'est à toi de m'écouter ». Oh mais sérieux, vous avez quel âge? Venom et le symbiote, c'est pas ça à la base. Moi qui pensais qu'on pouvait pas avoir pire que le premier film, bah si. Mais là je sais même pas à dire, c'est à qui la faute si le film est comme ça? Sincèrement, le film est nul, il y a pratiquement rien à part Carnage. Les persos secondaires sont oubliables, surtout Shrek et le lieutenant débile, qui est juste là pour faire un clin d'œil en mode « T'as vu, il y aura peut-être un nouveau perso s'il y a un 3 ». Et je pense qu'il y aura un 3 vu les recettes de Sony. Mais dans l'ensemble, le film, oh là là, non, c'était atroce, hein. Malgré une ou deux idées visuelles que j'ai bien aimées, du style Carnage devant le vitrail qui se prépare à attaquer Eddie, ça c'était classe, ça c'était un beau plan. Le reste, c'était pas terrible. Après, je pense que certains fans du 1 vont aimer le 2, mais moi j'avais trouvé le 1 très moyen, et celui-là, il est pire. Mais je pense pas que j'irai voir le 3 là, parce que le 2, j'avais pas envie d'espérer. Le 2, pour être honnête, j'avais même pas envie de me dire ça va être un bon film. J'y suis allé en mode, allez, on va voir ce qu'ils ont fait de Carnage au moins. Venom, j'y croyais pas et j'ai bien fait. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il n'est que 3ème, parce que y a pire. Mais oui, c'est le pire film de super-héros de l'année. Numéro 2, Monster Hunter de Paul W.S. Anderson, l'homme qui adore toucher aux adaptations de jeux vidéo, mais qui ne sait pas faire des bonnes adaptations de jeux vidéo. Sincèrement, moi je le résume comme ça, parce qu'encore une fois, son Resident Evil, oubliable, j'ai pas apprécié. Son Mortal Kombat, j'ai vu des extraits, ça avait l'air pas terrible. Au moins, il y avait un bon casting avec Raiden. Et je ne parlerai pas non plus de ses autres adaptations de jeux vidéo, Dead or Alive par exemple, parce que dans l'ensemble, c'était pas terrible. Mais Monster Hunter, je pense que là, il est allé trop loin et j'espère qu'on n'aura pas de suite. Il a essayé de rendre hommage à l'univers, je pense, avec les créatures, avec l'action, l'équipement. L'idée de prendre un nouveau personnage qui vient du monde réel pour le mettre dans ce monde qu'il ne connaît pas, c'est pas une mauvaise idée en soi, ça rappelle un peu quand tu crées ton personnage. Mais quand ton personnage est créé, il fait partie de cet univers, c'est juste que tu le découvres à travers ses yeux.
et tu découvres les pratiques, les monstres à chasser. Là, le scénario il est pas ouf, et à part le fait que quelques créatures soient bien faites, non, j'arrive pas à dire que c'est un bon film. Et la mise en scène, oh là là, la mise en scène c'est une catastrophe. Le montage est atroce, il y a des plans de 3 secondes, voire 2 secondes seulement des fois, voire 1 seconde, et t'as des cuts mais vraiment tout le temps. Moi ça m'a empêché de suivre certaines bastons comme la créature dans le désert. Ne parlons pas non plus du chasseur là qui est oubliable, qui aurait été un bien meilleur personnage je trouve à suivre qu'Artemis, mais c'est que mon avis personnel. Mais Monster Hunter, non. Peut-être que Paul W.S. Anderson il devrait arrêter de faire des adaptations de jeux vidéo. Et je dis ça sans le comparer aux jeux vidéo. Si je le comparais aux jeux vidéo, je pense que j'aurais été beaucoup plus cruel. Et enfin, le pire film de l'année 2021 à mes yeux, Maman, j'ai raté l'avion, ça recommence. Un remake que personne n'a demandé, que personne n'attendait, et dont personne se souviendra. Ce film est nul, il n'y a rien à sauver. Le jeu d'acteur est très moyen, voire atroce, ça dépend des personnages. À part le gamin qui joue Max, mais bon, voilà. Il y a des références qui servent à rien comme Buzz. L'humour n'est pas drôle et c'est limite des tentatives de meurtre. Kevin aussi, hein, il faisait des pièges dangereux. Mais Kevin, il avait conscience que ça n'allait pas les tuer. À part 1 ou 2 petits pièges, peut-être. Je l'avoue. Mais là, Max, on a vraiment l'impression qu'il voulait les tuer. C'était d'un ennui, c'est un film de Noël dispensable, oubliable. Mieux vaut se remater premier Maman, j'ai raté l'avion, voire même Maman, j'ai encore raté l'avion, qui est bien meilleur que celui-là. Mais vraiment celui-là, non. Je vous le déconseille fortement, vous allez passer un très mauvais moment. Je pense que même un enfant de 5 ans n'arriverait pas à rigoler devant ce film tellement il est atroce. Surtout qu'on n'est même pas du côté de Max, on est du côté de Pam et Jeff. Parce que tout simplement, tout ce qu'ils veulent, c'est récupérer leur poupée qui a été volée selon eux par Max, afin de pouvoir payer leur maison. Donc ça a été mal écrit. Et oui, je sais que certains vont me dire « Oui, mais si ça se trouve, Disney n'y croyait pas, ils ont fait ce film à l'arrache, histoire de dire « Oui, mais comme ça, au moins, on gardera la licence ou on pourra essayer de faire des trucs. » Peut-être, mais c'est pas une excuse pour faire un film aussi mauvais, même en tant que remake. Moi qui pensais que Kim Possible était leur pire remake existant, eh ben non, y a pire maintenant. Voilà, c'était mon flop 10 de l'année 2021, j'espère qu'il vous aura intéressé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!